Quel était le contenu des échanges entre les victimes des massacres du 28 septembre 2009 et le procureur adjoint de la CPI lors de sa visite donc en Guinée? Vous avez été nombreux à me poser cette question et je me suis proposé aujourd'hui de vous faire cette émission. D'abord pour parler aujourd'hui uniquement de la position des victimes, de ce que les victimes ont pu apporter, et dans un deuxième épisode, on regardera ce que donc le procureur adjoint a comme position. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Encore aujourd'hui, retour encore sur le procès des massacres du 28 septembre 2009, sur le procès en appel, surtout sur la visite du procureur adjoint de la CPI qui vient de passer quelques jours en Guinée. Parce que vous avez été nombreux à me poser cette question. Alors, examinons la position des victimes par la bouche autorisée, donc leurs avocats. Vous savez que le procureur adjoint de la CPI est passé en Guinée et ils avaient à discuter, premièrement, de la grâce présidentielle accordée à Dadis Camara, deuxièmement, des indemnisations des victimes, et troisièmement, du procès en appel et aussi des autres procès comme les procès de Bienvenue Lama et les autres. Mais que pensent les victimes? Nous allons regarder, décortiquer ce que Maître D.S. Ba, l'avocat des victimes, a dit. Il dit devant le procureur adjoint: je voudrais toutefois attirer votre attention sur le fait que nous nourrissons de nombreuses inquiétudes. Donc, les victimes sont inquiètes. Mais inquiètes pourquoi? Il faut suivre pour comprendre pourquoi les victimes sont inquiètes. La première inquiétude concerne le sentiment qu'au nom de la réconciliation nationale, tout est mis en œuvre pour favoriser l'impunité. C'est-à-dire, c'est comme si on voudrait se servir de la réconciliation nationale pour favoriser l'impunité. Alors qu'il y a des gens qui ont commis, qui doivent être punis, mais on veut se servir de la réconciliation nationale pour favoriser l'impunité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maître D.S. Ba qui le dit. Donc, l'impunité sera favorisée ou risque d'être favorisé par la réconciliation nationale. Au-delà des réparations demandées par les victimes, il y a la nécessité de mettre fin à l'impunité. Donc, pour les victimes, en dehors des réparations, elles exigent aussi la punition de ceux qui ont commis les massacres du 28 septembre 2009, donc des bourreaux. Oui, nous sommes en train d'être indemnisés, d'accord, mais nous voulons que les bourreaux soient punis. Donc, qu'on ne se serve pas de la réconciliation nationale pour faire germer l'impunité. Et Maître D.S. Ba continue. Or, la grâce présidentielle est tombée comme un couperet sur la tête des victimes. De quelle grâce parle-t-on? C'est de la grâce présidentielle accordée à Dadis Camara. Donc pour les victimes, ça c'est comme un fouet. Ça c'est comme une insulte qui a été jetée contre les victimes. Maître D.S. Ba continue. Il dit, c'est pourquoi nous dénonçons, donc nous les victimes, nous dénonçons cette attitude consistant à vouloir, coûte que coûte, appliquer cette grâce afin d'exempter les personnes condamnées de leurs responsabilités. Mais lorsqu'on regarde cette phrase, il y a quelque chose
que nous devons souligner. Suivez bien. Nous dénonçons cette attitude consistant à vouloir coûte que coûte appliquer cette grâce. À vouloir appliquer. Donc c'est comme si on n'a pas encore appliqué. Ou c'est comme si on pouvait arrêter l'application de cette grâce. Nous dénonçons cette attitude consistant à vouloir coûte que coûte appliquer cette grâce. Lorsqu'on dit vouloir appliquer, ça veut dire qu'il n'y a que le vœu d'appliquer. Est-ce que cette grâce n'est pas encore appliquée? Est-ce qu'il n'y a que le vœu d'appliquer cette grâce? Un vœu n'est pas quelque chose de concret. Je peux vouloir quelque chose sans faire la chose. Donc, c'est là où, moi, ça attire mon attention. Mais lorsque nous continuons, nous poursuivons la lecture, nous allons nous rendre compte réellement de ce qui se passe. Donc, il pense que l'application de cette grâce, ou le vœu, coûte que coûte, d'appliquer cette grâce, risquera d'exempter les personnes condamnées de leurs responsabilités. Il ajoute, Moussa Dadis Camara est le principal concerné dans cette affaire. Aujourd'hui, j'ignore si des dispositions ont été prises au niveau du bureau du procureur. Donc, pour Maître DSBA, il se pose la question de savoir si par rapport à cette grâce accordée à Dadis Camara, il y a des dispositions qui ont été prises par le bureau du procureur de la CPI. Quelles peuvent être donc ces dispositions qui pourraient être prises par le bureau de la CPI suite à la grâce accordée à Dadis Camara? Point d'interrogation. Je ne mets aucun commentaire. Il ajoute, il dit quelque part, je souligne qu'à l'ouverture du procès, le gouvernement guinéen et la Cour pénale internationale, représentée par le procureur Karim Kam, avaient signé un mémorandum qui précisait clairement que si la Guinée respectait ses engagements envers la communauté internationale, ainsi que ses propres obligations, le principe de complémentarité ne serait pas remis en cause. Ici, le principe de complémentarité s'applique comment? Dans les crimes tels que les crimes de masse, les crimes contre l'humanité, ça dit quand le gouvernement dans lequel le gouvernement du pays dans lequel se sont passées les atrocités organise son procès convenablement, là, la CPI n'intervient que comme partie complémentaire pour essayer peut-être de superviser. Mais si le gouvernement n'organise pas le procès comme il se doit, là, le principe de complémentarité est remis en jeu. Et quand le principe de complémentarité est remis en jeu, la CPI peut prendre toutes ses responsabilités. C'est là où nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que le procès va bon train? Est-ce que les procédures sont vraiment les vraies pour que le principe de complémentarité de la CPI ne soit pas remis en cause? Ça aussi, ce n'est qu'une question. Il ajoute, mais il me semble que si les conditions prévues dans ces mémorandums sont violées, le bureau du procureur a pleinement le droit de rouvrir le dossier et de replacer la Guinée dans le champ de compétences de la Cour. Donc, si la CPI se rend compte que les principes n'ont pas été respectés, que les principes ont été violés, que le procès n'a pas été organisé en bonne et due forme, la Cour pénale internationale peut donc rouvrir le dossier. Et replacer la Guinée dans le champ de compétences de la Cour. Il ajoute, à ce titre, je souhaite attirer votre attention sur le fait que nous sommes presque convaincus que les autres condamnés seront également graciés. Nous sommes convaincus que les autres prisonniers seront également graciés, pense Maître DSBA. Parce que il y a des gens qui ont été condamnés pour la même chose et l'acteur principal est libéré.
Donc, pour Maître D.Esba, ce n'est pas moi, c'est Maître D.Esba qui pense que tous les autres condamnés pourraient être libérés. Or, si tous les autres condamnés sont libérés, le procès n'aura plus lieu. Maintenant, organiser ce procès des condamnés sans un autre condamné, est-ce que ça veut dire que le procès, quand même, les procédures sont respectées? Point d'interrogation. Dans ce contexte, cela pourrait-il constituer une ligne rouge pour le bureau du procureur? Ou devra-t-on simplement se contenter des indemnisations accordées aux victimes? C'est des grandes questions qu'il est en train de poser au procureur. Et il ajoute, donc là, il dit, est-ce que si on accordait la grâce à d'autres condamnés, ça ne serait pas une ligne rouge? Est-ce que cette grâce déjà accordée n'est pas une ligne rouge qui pourrait donc faire porter à la CPI la responsabilité de pouvoir ouvrir le dossier? Il ajoute en disant, nous pensons, pour notre part, que la réconciliation nationale est certes importante, mais que punir les auteurs de ces crimes participe également à l'œuvre des justices. Oui, la réconciliation nationale, c'est très important. Mais est-ce qu'il faut entraver la justice, la vraie? Est-ce qu'il faut entraver la vérité? Il ajoute, c'est ainsi que l'on évite la répétition de tels actes. Mais si les gens sont habitués à recevoir des grâces, si on a l'habitude d'accorder des grâces, est-ce que les gens vont avoir peur de commettre ce qui avait déjà été commis pour lesquels les autres avaient été condamnés, mais graciés? Voilà les questions que Maître D.Esba est en train de se poser. Il ajoute, il est vrai que nos responsables politiques peuvent être tentés d'interférer dans de telles affaires, surtout lorsqu'il s'agit de crimes de masse. Mais il est essentiel que les procédures en cours aillent jusqu'à leur terme. La réconciliation nationale pourra venir après, mais il est impératif que les auteurs de ces crimes soient jugés et sanctionnés. Voilà donc le contenu des échanges, mais de la part des parties civiles. Les questions ont été posées. À vous peut-être de répondre aux questions qui ont été posées par les victimes au procureur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne voulais pas donner ma position. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans un autre épisode, nous parlons donc de la position du procureur adjoint qui a donc eu sa visite en Guinée. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.